Avez-vous déjà demandé ce qui est arrivé aux camions les plus emblématiques que l'histoire a oubliés? Des géants à capot long au cabot-vert en avance sur leur temps, ces véhicules ont marqué une époque avant de disparaître en raison de changements dans les réglementations, les marchés et les technologies. Dans cette vidéo, nous allons parcourir 20 légendes sur roues en découvrant leur histoire, leur force et pourquoi elles continuent de laisser une empreinte sur le cœur des camionneurs. Premier camion, GMC Astro 95. Le premier sur la liste est le GMC Astro 95, la réponse de General Motors à l'engouement pour les cabots-verts. Et quelle machine il s'est avéré être! Ce n'était pas juste un joli visage, ce camion avait du cran pour étayer son apparence. Il avait une cabine spacieuse, une excellente visibilité et pouvait être équipé de moteurs diesel Detroit qui avaient entassé de puissance pour arracher une maison de ses fondations. La conduite était aussi douce que du beurre et le rayon de braquage le rendait parfait pour le travail en ville. Mais le coup dur est arrivé. En l'an 1982, les réglementations sur la longueur ont changé, permettant des combinaisons plus longues. Cela a pratiquement tué le marché des cabots-verts. Les camionneurs ont commencé à préférer les conventionnels à capot long et GM ne pouvait plus justifier la poursuite de la fabrication de l'Astro. Le fait est que ces camions étaient construits comme des chars. Même aujourd'hui, plus de 3 décennies plus tard, vous pouvez voir un Astro 95 rouler sur les routes, tandis que des modèles beaucoup plus récents reposent déjà dans les casses. Deuxième camion, International TranStar 2. L'International TranStar 2 était un camion en avance sur son temps. Sa cabine basculante facilitait l'entretien comme un dimanche matin. Ses lignes aérodynamiques fonctionnaient réellement, offrant une meilleure économie de carburant par rapport à la concurrence carrée et lourde. L'intérieur était un luxe absolu pour l'époque, spacieux, confortable et rempli de détails qui donnaient le sentiment d'être dans quelque chose de plus qu'un simple véhicule de travail. Alors pourquoi a-t-il été annulé? C'est très simple, il était trop différent. Les camionneurs de cette époque étaient conservateurs et ce style futuriste les a effrayés. De plus, International était aux prises avec des problèmes de contrôle qualité. Les défaillances mécaniques étaient plus fréquentes que tout conducteur ne serait prêt à tolérer. L'ironie est qu'aujourd'hui, presque tous les camions modernes ont le même design que ce TranStar 2, sauf qu'International avait 20 ans d'avance. Troisième camion, Mack Superliner. Maintenant, nous parlons d'un véritable camion de camionneurs, le Mack Superliner. Ce monstre a été créé dans un seul but, transporter des charges lourdes sur les routes les plus difficiles d'Amérique. Et il a largement tenu sa promesse. Ce n'était pas un camion de salon, c'était du pur business. Avec un capot énorme qui pouvait abriter les moteurs les plus puissants de Mack, le 9 V8 se distinguait, une bête qui faisait trembler les oreilles et accélérer le cœur de n'importe qui. La cabine était spacieuse, la conduite solide et la qualité de construction reflétaient la réputation de Mack. Faite pour résister à 1 million de milles et sans sourciller. Mais les temps ont changé. Les réglementations sur les émissions ont condamné ces moteurs gigantesques et l'efficacité énergétique est devenue plus importante que la force brute. Mack a essayé de s'adapter, mais c'était une bataille perdue. Aujourd'hui, un Superliner propre avec un E9 peut coûter plus cher que certains camions neufs. Cela en dit long sur le respect que les camionneurs lui portent encore. Quatrième camion, White Road Boss. Le White Road Boss promettait tout et pendant un moment, il semblait qu'il allait le livrer. La White Motor Corporation voulait concurrencer les géants et a mis tous ses espoirs dans ce modèle.
Le design était agressif, la cabine confortable et l'offre de moteurs étaient impressionnantes. Cummins, Caterpillar, Detroit, le meilleur du meilleur était disponible. Pendant un court instant, il a semblé que White avait un gagnant. Mais les problèmes de qualité ont tout gâché. Ce camion passait plus de temps à l'atelier que sur la route. Pannes électriques, problèmes de transmission, système de refroidissement défectueux. Le Road Boss avait tout, dans le mauvais sens du terme. Quand White a fait faillite en l'an 1980, le Road Boss est mort avec l'entreprise. Les quelques-uns qui ont survécu aujourd'hui sont des pièces de collection, plus pour leur rareté que pour leur performance. 5e camion, Diamond Rio Royal. S'il y a eu un camion qui était plus que du transport, c'était le Diamond Rio Royal. C'était de l'art sur roue. Diamond Rio a construit d'authentiques joyaux, et le Royal a été son chef-d'œuvre, avec des détails faits à la main, des intérieurs en bois véritables, des chromes capables d'éblouir à des kilomètres et des peintures qui ressemblaient à des tableaux roulants. Chaque Royal était pratiquement unique. Mais il ne s'agissait pas seulement de beauté. Ils pouvaient être équipés de moteurs puissants capables de traîner des montagnes, et la douceur de leur conduite était inégalable. Le problème était le coût. Toute cette qualité artisanale avait un prix qui éloignait les acheteurs de flotte. Diamond Rio fabriquait des Rolls-Royce sur un marché dominé par Chevrolet. Lorsque l'entreprise a fermé en l'an 1975, le monde du transport a perdu quelque chose d'irremplaçable. Aujourd'hui, un Royal restauré peut coûter plus cher qu'une maison moyenne. 6e camion, Autocar A64B. L'autocar A64B a été pendant près de 4 décennies le cheval de bataille pour les travaux lourds. C'était un camion robuste, conçu sans luxe, mais avec toute la force et la durabilité dont un travailleur avait besoin. Très populaire dans la construction, l'exploitation forestière et le transport lourd, il ne gagnait pas de prix de beauté, mais il gagnait en résistance. Son design cabover offrait une excellente visibilité sur les chantiers et son empattement court le rendait agile dans les espaces restreints. Il pouvait être équipé des moteurs les plus puissants du marché et supportait quand même l'exigence. Mais l'industrie a changé. Le transport sur de longues distances a commencé à dominer et les conducteurs cherchaient le confort plutôt que la pure fonctionnalité. L'A64B est devenu un dinosaure. Autocar a tenté de le moderniser, mais en vain. Il est mort en même temps que le style de conduite de la vieille école qu'il représentait. 7e camion, Brockway Husky. Le Brockway Husky, fabriqué à Cortland, New York, était un camion fait par des camionneurs pour des camionneurs. Brockway était spécialisé dans les applications lourdes, et le Husky était son insigne. Exploitation forestière, construction, transport de charges extrêmes. Si le travail était dur, le Husky était le choix. Sa qualité de construction était exceptionnelle et sa durabilité légendaire. Le design de la cabine offrait une grande visibilité et un grand confort, avec des commandes pensées logiquement pour faciliter la vie du conducteur. Cependant, Brockway était une petite entreprise dans une industrie dominée par des géants. Elle ne pouvait pas rivaliser avec le marketing et les réseaux de concessionnaires des grands. Lorsque Mack a acheté Brockway en l'an 1956, le destin était écrit. Le Husky a continué à tituber jusqu'en l'an 1977, mais en réalité, il était mort bien avant. 8e camion, Hendrickson. Hendrickson n'était pas simplement un fabricant de camions, c'était un véritable innovateur qui a changé la façon de comprendre le transport lourd aux États-Unis. Ces véhicules étaient pensés pour les travaux les plus extrêmes.
exploitation forestière, exploitation minière, construction. L'entreprise était spécialisée dans la fabrication de camions sur mesure. S'il y avait une tâche qui détruisait un camion ordinaire, Hendrickson créait quelque chose capable de la supporter. L'une de ses plus grandes contributions a été les systèmes de suspension révolutionnaires, qui offraient une conduite étonnamment douce, même sous des charges colossales. La qualité de construction était exceptionnelle, et l'attention aux détails reflétait un standard que peu d'entreprises égalent. Cependant, le marché a commencé à se transformer. La standardisation est devenue le nouveau roi, et les acheteurs de flotte recherchaient des véhicules avec des pièces de rechange faciles à trouver partout. Cette approche artisanale de Hendrickson, qui était autrefois sa force, est devenue une faiblesse. Malgré ses tentatives d'adaptation, la bataille était perdue. Finalement, en l'an 1982, Hendrickson a abandonné la fabrication de camions. Avec cela, l'industrie a perdu l'une de ses entreprises les plus innovantes. 9e camion, Oshkosh. Parler d'Oshkosh, c'est parler de camions conçus pour des conditions extrêmes. Ce n'étaient pas les véhicules de route typiques, mais des bêtes créées pour des missions militaires, la lutte contre les incendies ou le déneigement. Leur système de traction intégrale était un légendaire. Alors que d'autres restaient coincés, un Oshkosh continuait d'avancer comme si de rien n'était. La qualité de construction était de niveau militaire, conçue pour fonctionner là où toute autre machine se rendrait simplement. Les pompiers, les unités militaires et les flottes municipales leur faisaient aveuglément confiance. La fiabilité était inégalable et leur capacité extraordinaire. Cependant, le marché commercial était différent. Les acheteurs de flotte recherchaient la standardisation et non la spécialisation. Ce qui rendait Oshkosh unique dans les travaux extrêmes est devenu un obstacle dans le secteur général. Finalement, l'entreprise a pris une décision intelligente. Se concentrer sur ses domaines principaux, ceux qu'elle maîtrisait avec excellence. Ainsi, ils ont abandonné la fabrication de camions commerciaux, laissant un vide dans l'industrie américaine, mais assurant leur survie sur des marchés spécialisés. 10e camion, Corbett. Corbett était une entreprise de Caroline du Nord qui, pendant plus d'un demi-siècle, a fabriqué des camions à la manière du Sud, robustes, fiables et faits pour durer. L'entreprise se concentrait sur les camions moyens et lourds, conçus pour des applications régionales. Leur qualité de construction était remarquable, ce qui leur a valu une clientèle fidèle parmi les camionneurs du Sud qui appréciaient l'ingénierie directe et honnête. Les Corbett étaient connus pour leur durabilité et leur facilité d'entretien. Ce n'étaient pas des machines de luxe, mais des chevaux de bataille qui maintenaient de la charge américaine en mouvement. Le problème était l'échelle. À mesure que l'industrie du transport se consolidait, les petits fabricants ne pouvaient pas rivaliser. Corbett a tenté de s'étendre au-delà de sa base régionale, mais il manquait de ressources pour le faire. Lorsque l'entreprise a fermé en l'an 1958, une autre voie indépendante s'est éteinte dans le monde des camionneurs. 11e camion, Rio Trucks. La Rio Motor Truck Company a construit certains des véhicules les plus respectés de l'histoire américaine. Depuis ses débuts jusqu'à la fusion avec Diamond T, son nom était synonyme de qualité et d'innovation. L'un de ses modèles les plus populaires a été la série Gold Comet, particulièrement appréciée par les propriétaires exploitants qui cherchaient quelque chose de spécial. Ces camions réussissaient une combinaison difficile, performance et style en même temps. Rio a été un pionnier de nombreuses fonctionnalités qui sont ensuite devenues des standards de l'industrie, et sa qualité de construction a toujours été de premier ordre. Ils les ont conçus pour durer des décennies,
Mais la consolidation du marché a été implacable. Les fabricants indépendants étaient étouffés par des entreprises disposant de plus de ressources et de réseaux de concessionnaires plus étendus. La fusion avec Diamond T a donné naissance à Diamond Rayo, mais a en réalité signifié une lente agonie. En l'an 1975, un autre fabricant américain a disparu pour toujours. 12e camion, Studebaker. Les camions Studebaker partageaient la même attention aux détails qui a rendu leur voiture célèbre. Pendant plus de 6 décennies, leur nom a été synonyme de fiabilité et d'innovation dans le transport nord-américain. Bien qu'ils ne soient pas toujours les plus grands ou les plus puissants, ils étaient fiables, bien conçus et avaient un style propre qui les différenciait de la concurrence. Cela leur donnait du caractère dans une industrie qui tendait de plus en plus vers l'uniformité. Le problème est que Studebaker menait trop de batailles en même temps. Son activité automobile souffrait et la division des camions ne pouvait pas soutenir l'ensemble de l'entreprise. Finalement, en l'an 1964, ils ont abandonné la production de camions. Avec leur départ, le secteur a perdu une autre voie indépendante. 13e camion, International Harvester Série S. La série S d'International Harvester était destinée à sauver la division des camions de l'entreprise. Elle offrait un design moderne, une meilleure aérodynamique et une consommation de carburant plus efficace. Sur le papier, elle avait tout. La cabine était entièrement nouvelle, plus confortable et plus aérodynamique que tout ce que la marque avait construit auparavant. La visibilité était excellente et l'intérieur représentait un grand bond par rapport au modèle précédent. De plus, elle pouvait être équipée des meilleurs moteurs, Cummins, Caterpillar ou Detroit. La maniabilité était améliorée, la conduite confortable et, en théorie, elle était prête à conquérir le marché. Mais l'entreprise traversait de sérieux problèmes financiers. La qualité de production a souffert et de nombreux concessionnaires ont commencé à fermer. Même un bon camion ne pouvait pas sauver une entreprise en chute libre. Lorsque Navistar a émergé après la faillite d'International, la série S a fait partie des victimes. 14e camion, Ford Louisville. Le Ford Louisville a été conçu pour les vrais travaux lourds. Ce n'était pas un camion élégant, mais il était résistant comme peu d'autres, conçu pour supporter les charges les plus dures des États-Unis. C'était le fleuron de Ford dans la gamme des services lourds et il tenait sa promesse. La cabine était spacieuse et confortable, la visibilité excellente et il pouvait être équipé d'une puissance suffisante pour traîner des montagnes. C'est pourquoi il était très populaire dans la construction, l'exploitation forestière et le transport de charges extrêmes. Cependant, même les acheteurs de véhicules lourds ont commencé à chercher autre chose que la pure force. Ils voulaient aussi du style. Le design utilitaire du Louisville a commencé à paraître démodé face à la concurrence. Ford a essayé de le mettre à jour mais n'a pas réussi à suivre le rythme. Finalement, en l'an 1998, le Louisville a été annulé, emportant avec lui l'un des chevaux de bataille les plus capables de l'histoire du transport. 15e camion, Chevrolet Titan. Le Chevrolet Titan était la tentative de General Motors d'entrer en force sur le marché des camions lourds. Pendant 12 ans, il a rivalisé avec les meilleurs et a réussi à se faire une place. Sa cabine était distinctive, à la fois fonctionnelle et attrayante. Elle offrait une excellente visibilité et un grand confort pour les longs trajets, car si GM savait faire quelque chose, c'était bien de concevoir des cabines. Les Titans pouvaient être équipés des moteurs les plus populaires de l'époque. Detroit Diesel, Cummins et Caterpillar. Le châssis était robuste et capable de supporter toute cette puissance.
Mais GM n'a jamais été vraiment engagé dans le secteur des services lourds. C'était, en essence, une entreprise automobile qui fabriquait des camions en complément. Lorsque les choses sont devenues compliquées, le Titan a été jugé superflu. Son annulation en l'an 1980 a marqué le retrait de GM du segment des camions lourds. L'entreprise a continué avec les services moyens, mais a laissé le champ libre à Peterbilt et Kenworth dans la catégorie supérieure. 16e camion, White Freightliner WFT. Avant que Freightliner ne devienne une marque indépendante, elle faisait partie de la White Motor Corporation. La série WFT représentait le meilleur de l'ingénierie de cette époque. Ces camions étaient conçus pour le transport sur de longues distances, avec des cabines confortables et des chaînes cinématiques fiables. La qualité de construction était excellente et le niveau de détail est difficile à trouver de nos jours. La série WFT était particulièrement populaire auprès des propriétaires exploitants qui voulaient quelque chose de spécial, un camion qui représentait la fierté et le professionnalisme. Ce n'étaient pas des modèles de flotte, c'étaient des déclarations personnelles sur ce que signifiait être camionneur. Cependant, White était en de sérieux problèmes financiers. L'entreprise essayait d'en faire trop avec trop peu de ressources, ce qui a affecté la qualité. Lorsque Freightliner est devenue indépendante en l'an 1981, la désignation WFT a disparu avec l'ancienne White. 17e camion, Mack série B. La série B de Mack a littéralement aidé à construire le système d'autoroute inter-État des États-Unis. C'était un des camions robustes, fiables et faits pour travailler. La marque de fabrique de la série B était la qualité de construction légendaire de Mack. Ces véhicules étaient conçus pour résister à des conditions extrêmes et ne jamais abandonner. La cabine était simple, fonctionnelle, et leurs chaînes cinématiques semblaient indestructibles. Les entreprises de construction les adoraient car ils pouvaient supporter des abus qui en détruisaient d'autres. Avec un empattement court, ils étaient faciles à manœuvrer sur les chantiers et leur résistance garantissait qu'ils continueraient à travailler quand les autres seraient déjà tombés. Mais l'industrie a changé. Le transport sur de longues distances a commencé à exiger du confort en plus de la durabilité, et la série B a commencé à paraître démodée. Mack a tenté de la moderniser, mais le marché avait déjà pris une autre direction. En l'an 1966, la production a pris fin. La série B avait rempli son objectif, construire l'Amérique. 18e camion, International Loadstar. Pendant des années, l'International Loadstar était partout. On le voyait comme camion de livraison, véhicule de service public, autobus scolaire ou même camion de pompiers. La clé était dans sa simplicité. Assez robuste pour n'importe quelle tâche, mais assez simple pour que n'importe quel mécanicien puisse le réparer. Sa cabine était confortable et fonctionnelle, avec une excellente visibilité et des commandes bien organisées. Il a été conçu par des gens qui comprenaient ce que c'était de vraiment travailler. Mais les réglementations sur les émissions et la sécurité ont commencé à compliquer le tableau. La simplicité du Loadstar, qui avait été sa vertu, est devenue une faiblesse dans ce nouvel environnement réglementaire. En l'an 1979, International a décidé de l'annuler. Avec cela, les États-Unis ont perdu l'un de leurs camions les plus polyvalents. Aucun n'a vraiment pris sa place depuis. 19e camion, Peterbilt 281. Le Peterbilt 281 est considéré comme la royauté dans le monde du transport. Ce n'était pas simplement un camion, c'était un symbole. Chaque camionneur rêvait d'en posséder un. Avec la qualité de construction légendaire de Peterbilt, chaque unité était pratiquement faite à la main.
L'ajustement et la finition surpassaient de loin ceux des autres fabricants. Il ne s'agissait pas de production en série, mais d'un véritable artisanat. Le design était éternel, un capot long, une calandre indubitable et des proportions parfaites. Le 281 était ce que tout le monde imaginait en pensant à un camion idéal. Mais les réglementations sur les émissions et les changements sur le marché ont obligé à le moderniser. Son design classique ne pouvait pas répondre aux nouvelles exigences et en l'an 1976, la production a cessé. Aujourd'hui, un 281 bien conservé vaut plus que la plupart des camions neufs. Cela reflète le respect qu'il inspire encore. 20e camion, Kenworth W900A. Nous arrivons à ce que beaucoup considèrent comme le roi des camions annulés, le Kenworth W900A. Pour les camionneurs de longue distance, c'était le rêve devenu réalité. Ce modèle n'était pas seulement du transport, c'était un style de vie. Il avait un long capot, une cabine spacieuse et une présence qui imposait le respect sur chaque route d'Amérique. Kenworth l'a construit sans compromis. La qualité de conduite était exceptionnelle, la durabilité légendaire et de plus, chaque unité pouvait être configurée au goût du propriétaire. Il n'y en avait pas deux identiques. Chaque W900A était unique, tout comme son opérateur. Le design était parfait, assez agressif pour paraître puissant et assez élégant pour être beau. Visuellement, il exprimait la force, et en le conduisant, il le confirmait. Équipé de moteurs comme le Caterpillar 3406E ou le Cummins N14, il était capable de durer pour toujours. Mais les nouvelles réglementations sur les émissions ont été sa sentence. Ce long capot ne pouvait pas abriter tous les équipements nécessaires et Kenworth a été obligé de le redessiner. Le modèle qu'il a remplacé, le W900L, n'a jamais eu le même esprit. Quand en l'an 2007, le dernier W900A est sorti de la chaîne de production, le monde du transport a perdu son camion le plus emblématique. Le nouveau modèle existe, oui, mais les conducteurs savent que l'âme n'est plus la même. Si ces camions oubliés vous ont fait voyager dans le temps et sentir la force de l'histoire roulant sur des roues, laissez un j'aime, abonnez-vous et activez la clochette. Rejoignez-nous pour le prochain parcours, car il y a toujours un géant du passé qui attend de rugir à nouveau sur les routes.